Cette conférence a été enregistrée par le Dr Jacques Tremblay du Centre de recherche du CHUC à Québec. Elle porte sur le développement d'une thérapie pour l'ataxie de Friedreich. Tous nos tissus sont faits de cellules qui contiennent un noyau. Le corps humain est constitué de milliards de cellules. Ceci est le schéma d'une cellule. La membrane de la cellule est représentée en jaune. Son noyau, au centre, est représenté en bleu et l'ADN qu'il contient est représenté en noir. Les mitochondries sont illustrées en bleu pâle. Dans les noyaux, l'ADN est organisé en longs filaments qui s'appellent des chromosomes. Cependant, ces chromosomes ne sont bien visibles qu'au moment de la division cellulaire. Dans les noyaux des cellules humaines, il y a 22 paires de chromosomes, plus les chromosomes sexuels qui sont XX chez la femme et XY chez l'homme. Ceci est le schéma d'un chromosome. On y illustre le fait que ce chromosome contient de l'ADN vu comme une double hélice. Vous voyez à gauche un autre schéma d'un chromosome. Il illustre le fait que l'ADN est super enroulé dans les chromosomes. À droite, nous voyons le double brin, la double hélice d'ADN. L'ADN est une longue hélice double brin formée de 4 nucléotides. Adénosine, thymine, cytosine et guanine. Le génome humain est fait de 3,3 milliards de nucléotides. Alors, ce code génétique, cet ADN, est dupliqué durant la division cellulaire. Les deux brins d'ADN se séparent et chacun de ces brins forme la copie. Alors, l'adénosine va se lier de nouveau avec la thymine, la cytosine va se lier avec une guanine, de sorte qu'à la fin de la division cellulaire, chaque cellule a maintenant encore un double brin d'ADN et chacun de ces doubles brins d'ADN dans les deux cellules sont identiques. Les gènes sont constitués d'une séquence de nucléotides. Certaines de ces séquences, appelées exons, codent pour une partie de la protéine. D'autres séquences, appelées introns, contiennent des nucléotides qui ne codent pas pour une protéine. En fait, les gènes sont constitués la plupart du temps d'une série d'exons séparés par des introns. L'ADN est situé dans le noyau de la cellule. Pour synthétiser une protéine, une copie simple brin, appelée ARN messager, doit être faite. Dans cette copie, la thymine est remplacée par l'uridine. Cette copie simple brin du messager RNA est exportée à l'extérieur du noyau où il servira de code pour synthétiser une protéine. Dans le cytoplasme de la cellule, l'ARN messager code pour la synthèse d'une protéine. Chaque élément de ce code, appelé codon, est constitué de 3 nucléotides. Un ARN de transfert, illustré ici en bleu, va reconnaître ce codon et incorporer un acide aminé supplémentaire dans la protéine en voie de synthèse. Les protéines sont constituées de 23 acides aminés différents.
L'ADN a simplement une forme double hélice. Les protéines, au contraire, étant constituées de 23 acides aminés différents, ont différentes formes et différentes fonctions. Dans ce schéma, nous voyons différentes protéines illustrées en vert, orange, jaune, rose, rouge. Elles ont toutes des formes différentes. Certaines de ces protéines sont situées de part et d'autre de la membrane cellulaire, illustrée ici en gris. D'autres protéines, comme la dystrophine, sont situées à l'intérieur de la cellule. La mutation du gène de la frataxine, responsable de l'ataxie de Friedreich, est située dans un intron. Cette mutation est connue depuis 15 ans. Le gène normal contient dans l'intron 1 6 à 34 répétitions GAA. Le gène muté contient, lui, 150 à 1700 répétitions GAA. Tous les nucléotides constituant le génome humain ont maintenant été séquencés. Il est donc très facile d'aller sur Internet et d'obtenir très rapidement la séquence des nucléotides pour un gène donné. J'illustre ici la séquence ou une partie de la séquence du gène de la frataxine. Il s'agit de la séquence d'un gène normal de la frataxine, puisque surligné en bleu, on voit qu'il y a une répétition de 6 GAA dans l'intron 1. Vous remarquerez que dans cette diapo, la séquence d'un seul des brins d'ADN est illustrée, puisque la séquence du brin complémentaire est automatiquement déterminée par cette séquence. La frataxine est formée de 210 acides aminés. Elle est située dans les mitochondries. Chez les patients, cette protéine n'est pas changée puisque la mutation est située dans l'intron 1 du gène de la frataxine, une séquence de nucléotides qui ne code pas pour la protéine. Elle est cependant moins abondante. Illustrée dans le bas de cette diapo est la séquence des acides aminés, chaque lettre représentant un acide aminé différent dans la protéine frataxine. Il y a 2 gènes codant pour la frataxine dans le génome humain. Un gène se trouve sur chacun des chromosomes 9. Si un seul gène est muté, la personne est une porteuse de la maladie. Il y a environ une personne sur 50 au Québec qui est porteuse de cette maladie. Si les 2 gènes sont mutés, le patient est alors atteint d'ataxie de Friedreich. Cette maladie est due à une réduction de la production de frataxine dans les cellules du sang, dans le cerveau, dans le cervelet, dans le cœur, en fait, dans toutes les cellules de son corps. Tel que mentionné précédemment, la mutation responsable de l'ataxie de Friedreich est une augmentation du nombre de trinucléotides GAA dans l'intron 1 du gène de la frataxine. Plus cette répétition de GAA est longue, moins il y a de frataxine produite, plus la maladie débute jeune et plus elle est sévère. Ceci est simplement pour vous rappeler que pour développer l'ataxie de Friedreich, les 2 gènes codant pour la frataxine, situés sur les chromosomes 9, doivent être mutés.
La frataxine joue un rôle dans les mitochondries qui servent à produire de l'énergie. Ces mitochondries contiennent du fer. Ce fer est davantage oxydé en l'absence de frataxine. La frataxine est impliquée dans le métabolisme du fer dans les mitochondries. Lorsque la quantité de frataxine est réduite dans les patients atteints de l'ataxie de Friedreich, il y a accumulation de fer dans les mitochondries. Il y a différents traitements possibles de l'ataxie de Friedreich qui sont présentement sous étude. Chacun de ces traitements s'adresse à différentes étapes de la pathologie. Par exemple, il y a une expansion des trinucléotides GAA dans l'intron 1 et ceci change la conformation de l'ADN et réduit l'expression de frataxine. Un traitement possible est d'utiliser des inhibiteurs des histones déacétylases, les histones étant des protéines qui s'attachent à l'ADN. Alors, ce changement de conformation de l'ADN, produit par les histones déacétylases inhibiteurs, permettrait davantage de synthèse d'ADN. Il y a aussi une diminution de la frataxine et il y a été démontré que l'érythropoïétine pouvait augmenter la production de frataxine. Le mécanisme n'est pas très connu. La concentration élevée de fer et de soufre dans les mitochondries résultant de la diminution de frataxine peut être compensée en capturant le fer avec un médicament qui s'appelle le défériprone. Finalement, l'oxydation élevée dans les mitochondries peut être traitée avec un antioxydant connu sous le nom de idébénone et commercialisé sous le nom de Catena. Le principal problème des traitements basés sur des antioxydants ou des capteurs de fer, c'est que ces approches thérapeutiques ciblent des effets secondaires de la maladie, pas la vraie cause. La vraie cause est une diminution de la production de frataxine. Le traitement que je veux développer pour l'ataxie de Friedreich est basé sur l'administration de la protéine frataxine elle-même. Celle-ci permettrait de rétablir tous les rôles que joue la frataxine. Une approche similaire basée sur l'administration d'une protéine à des fins thérapeutiques a été développée par la compagnie Genzyme pour le traitement de la maladie de Pompe. Leur protéine s'appelle la myozyme. Cependant, les protéines n'entrent pas habituellement à l'intérieur des cellules. Ceci est illustré dans cette expérience faite en 1999 avec une protéine appelée bêta-gal. Cette protéine seule n'entre pas dans les cellules du foie, du rein, du poumon. Cependant, lorsque cette protéine est couplée avec une séquence d'acides aminés supplémentaires, cette séquence s'appelant un peptide, et dans ce cas-ci, ce peptide s'appelle TAT. Alors, lorsque la protéine bêta-gal est couplée avec le peptide TAT, ceci permet à la protéine administrée de façon systémique, c'est-à-dire dans le sang de la souris, de pénétrer dans les cellules du foie, du rein, des poumons, du cœur, du pancréas et même dans les cellules du cerveau. Et ceci donne la coloration bleue que l'on peut voir à la droite de cette diapo et dans les sections des cellules du cerveau. Donc, la protéine TAT bêta-gal a pénétré même dans les cellules du cerveau, suite à une administration de cette protéine
dans le sang des souris. Pour faire nos expériences, il faut donc produire cette protéine frataxine. Pour produire cette protéine, nous devons d'abord faire un plasmide. Un plasmide étant simplement une séquence circulaire de nucléotides. Une partie de la séquence de nucléotides est un promoteur. Cette séquence détermine quand le gène codant pour une protéine sera exprimé. Le gène lui-même de la frataxine, constitué de 1189 nucléotides, est illustré ici en vert. L'ADN de ce plasmide est traduit en ARN messager, puis en protéine, la frataxine. La frataxine que nous avons produite pour nos expériences est une frataxine modifiée. Nous avons d'abord en rouge la séquence des acides aminés pour la protéine frataxine immature. Nous avons cependant ajouté à cette protéine d'autres séquences d'acides aminés. En vert, il y a une séquence de 6 histidines qui va nous aider à la purification de la protéine recombinante. En mauve, il y a une séquence d'acides aminés appelée PEP1. C'est un peptide qui est similaire au peptide TAT que nous avons décrit précédemment. C'est un peptide qui va permettre la pénétration de la protéine à l'intérieur des cellules. Nous avons aussi ajouté en bleu une séquence de acides aminés qui s'appelle V5. C'est une séquence qui peut être détectée facilement avec un anticorps dirigé contre cette séquence-là qui va nous permettre de détecter la protéine. Lorsque le plasmide codant pour la frataxine est introduit dans des cellules ou dans des bactéries, il va y avoir production non seulement de la frataxine, mais les cellules et les bactéries produisent aussi leur propre protéine. Il faut donc déterminer s'il y a eu ou non production de frataxine. Et pour ce faire, nous devons séparer les différentes protéines. Ceci est fait par une électrophorèse sur gel. Alors ce gel est simplement comme une espèce de jello qui est situé entre deux plaques de verre. Au sommet de ce gel, il y a des petits puits dans lesquels les échantillons de protéines peuvent être déposés. Au-dessus de ces puits, il y a un tampon qui est simplement de l'eau avec certains sels, et dans ce tampon, nous déposons une électrode négative. En bas du gel, il y a aussi le même tampon et nous y déposons une électrode positive. Lorsqu'un courant électrique est appliqué entre ces deux électrodes, les protéines vont progressivement migrer vers le bas du gel. Cependant, les protéines les plus grosses migrent plus difficilement et au bout de quelques heures, lorsque l'électrophorèse est arrêtée, les plus grosses protéines se retrouvent au sommet du gel, alors que les plus petites protéines sont situées vers le bas. Les protéines ont donc été séparées en fonction de leur grosseur. Lorsque le plasmide codant pour la protéine frataxine est introduit dans des cellules, nous utilisons le terme transfecté. Il y a production de la frataxine. Ceci est illustré dans cette expérience par une séparation par électrophorèse sur gel des protéines. Nous voyons maintenant qu'il y a 3 bandes
qui sont détectés par un anticorps contre la frataxine. La bande la plus haute est la frataxine immature, qui est synthétisée dans le cytoplasme des cellules. Cependant, cette protéine migre vers les mitochondries et une fois à l'intérieur des mitochondries, le début de la protéine est coupé, ce qui produit une protéine intermédiaire, la frataxine intermédiaire. Puis cette protéine est coupée de nouveau pour produire la frataxine mature, qui est donc plus petite et qui est donc située dans le bas du gel. Nous nous demandions si la présence de peptides fusionnés avec la frataxine, les peptides 6-histidine, PEP1 et V5, empêcherait la maturation de la frataxine. La bonne nouvelle, c'est que non. Tel qu'on voit ici, un plasmide codant pour 6-histidine, PEP1, frataxine V5 a été introduit dans des cellules et 48 heures, 72 heures et 96 heures plus tard, nous pouvons voir qu'il y a non seulement présence de la protéine immature qui devient progressivement de moins en moins abondante, mais surtout, il y a présence de la protéine mature qui est plus petite et qui a migré jusqu'en bas du gel. Donc, la présence de ces peptides ne nuira pas à la maturation de la protéine frataxine et probablement ne nuira pas à son fonctionnement. Pour produire la frataxine humaine, pour faire un très grand nombre d'expériences, entre autres des expériences qui seront faites chez les souris, nous avions besoin de produire beaucoup de protéines. Nous avons donc décidé de produire la frataxine humaine dans des bactéries, parce que la production est plus abondante et plus facile. Ce que nous voyons dans cette diapo, c'est simplement une culture de bactéries sur un gel. Alors, chacune des petites taches blanches est en fait une colonie de bactéries. Les bactéries que nous utilisons pour produire la frataxine est l'Escherichia coli. Nous voyons ici ces bactéries à plus forte magnification. Elles apparaissent comme de petites tiges rouges. Pour produire la protéine frataxine, le plasmide codant pour cette protéine est introduit dans les bactéries. Les bactéries vont se reproduire, se multiplier et vont produire un très grand nombre de protéines, dont la protéine frataxine. Et lorsque nous avons un nombre suffisant de bactéries, nous allons les briser pour purifier les protéines qui sont présentes, y compris la frataxine, et cette protéine pourra être utilisée pour des injections à des souris et éventuellement à des patients. Pour produire une très grande quantité de protéines, les protéines peuvent être cultivées en suspension dans un liquide au lieu d'être cultivées sur un gel tel qu'illustré précédemment. Pour produire une très grande quantité de protéines, les bactéries peuvent être cultivées dans un bioréacteur. Il s'agit d'un instrument qui assure une agitation du milieu de culture, l'apport d'oxygène, le maintien de la température, etc. Tous les paramètres sont contrôlés. Certains bioréacteurs peuvent avoir un volume jusqu'à 200 litres, donc de très grandes quantités de bactéries et de protéines peuvent être produites. Cette figure illustre la production de protéines par des bactéries. Du côté droit de la diapo, nous avons des bactéries qui ne produisent pas de frataxine. Il y a quand même plusieurs bandes de protéines qui sont les protéines naturelles des bactéries. Du côté gauche, on voit maintenant des bactéries qui produisent de la frataxine. Elles produisent beaucoup de frataxine, c'est pour ça qu'on a une bande très intense au milieu du gel. Et donc, il y a une protéine supplémentaire qui est produite par ces bactéries, la frataxine humaine.
Alors, une fois que la protéine 6-histidine TAT-frataxine a été produite par des bactéries, il faut purifier cette protéine, c'est-à-dire la séparer des autres protéines naturelles des bactéries. Ceci est fait sur une colonne d'affinité qui est illustrée à gauche. À droite, nous avons un schéma de cette colonne. Cette colonne, en fait, est remplie de billes qui ont à leur surface du nickel. Les protéines 6-histidine TAT-frataxine, illustrées en petites billes rouges, vont s'attacher aux billes contenant du nickel. Les autres protéines, illustrées en bleu, en vert et en brun, ne s'attachent pas au nickel et vont donc passer à travers la colonne et être éluées de cette colonne. Cette diapo illustre le résultat de cette purification sur une colonne d'affinité. À droite, dans les 3 premières colonnes, nous avons les protéines qui ont été ajoutées à la colonne. Vous voyez qu'au milieu de ces électrophorèses, nous avons une bande très intense qui correspond à la 6-histidine TAT-frataxine. Au milieu, nous avons les protéines qui sont lavées de la colonne, c'est-à-dire on fait juste passer un tampon dans la colonne pour enlever les protéines qui ne sont pas encore attachées à la colonne. Donc, il y a des protéines qui continuent à sortir dans le lavage numéro 1. Dans le lavage numéro 2 et 3, il n'y a plus de protéines qui sortent parce que toutes les protéines qui n'étaient pas attachées sont déjà sorties. Alors, par la suite, dans les colonnes à droite, ce sont des échantillons de protéines qui ont été mis, encore une fois, sur lesquels on a fait l'électrophorèse. Mais on voit maintenant que dans ces échantillons de protéines-là, il n'y a plus qu'une seule bande, qui est la bande qui correspond à la 6-histidine TAT-frataxine qui a maintenant été purifiée et qui pourra être utilisée pour des expériences. Alors, une fois que nous avons produit de la protéine frataxine pure, on peut maintenant utiliser cette protéine pour des expériences sur des cellules de patients Friedreich. Alors, ces cellules sont proliférées en culture dans des contenants illustrant à droite. Ces contenants contiennent un milieu de culture qui est rouge. Ce milieu de culture contient des acides aminés, des sucres, en fait, toutes les choses qui sont nécessaires pour que les cellules puissent bien proliférer. Alors, toutes ces manipulations des cultures de cellules doivent être faites sous des hottes à flot laminaire, telles qu'illustrées en haut à gauche, parce que, en fait, le milieu de culture permet aussi la prolifération de bactéries. Et dans ce cas-ci, ce n'est pas des bactéries qu'on veut proliférer, mais bien des cellules. Donc, il faut éviter toute contamination avec des bactéries en travaillant sous une hotte à flot laminaire. En bas, à gauche, nous avons des cellules en culture, des cellules de patients Friedreich. Alors, tel que mentionné précédemment, les protéines n'entrent pas habituellement dans les cellules. Alors ici, nous avons fait une expérience où la protéine qui a été utilisée est le TAT-bêta-gal. Alors, la présence du peptide TAT, c'est-à-dire une séquence d'acides aminés qui correspond au peptide TAT, qui est fusionné avec la protéine bêta-gal, va permettre la pénétration de cette protéine dans les cellules en culture, et c'est ce qui va donner la coloration bleue à ces cellules. Alors, le même type d'expériences peuvent être faites avec la frataxine, cette fois, qui est couplée au peptide TAT, ou qui pourrait être aussi couplé au peptide PEP1. Ces deux peptides permettent la pénétration des protéines dans la cellule et éventuellement, une fois que la frataxine TAT a pénétré dans la cellule, elle va pouvoir migrer jusque dans les mitochondries des cellules de patients Friedreich. Nous avons fait les premières expériences avec la frataxine sur des cellules provenant d'une souris modèle qui nous a été fournie par le Dr Puccio, qui est en France.
Ces cellules sont vraiment spéciales. Elles contiennent 2 gènes de la frataxine. Cependant, un de ces gènes a déjà un codon stop, c'est-à-dire on a parlé précédemment des codons qui codent pour différents acides aminés lorsqu'on fait des protéines. Eh bien, un de ces codons, en fait plusieurs de ces codons, peuvent coder pour un stop, c'est-à-dire indiquent que c'est la fin de la synthèse de la protéine. Donc, ce gène qui contient un codon stop prématuré va faire une protéine frataxine incomplète et non fonctionnelle. L'autre gène contient des séquences additionnelles de nucléotides. Ces séquences s'appellent LOXP. On voit qu'il y a 2 séquences LOXP en bleu foncé. Entre ces 2 séquences LOXP, il y a une séquence additionnelle de nucléotides qui est illustrée en orange. Cependant, le nombre de nucléotides contenus dans les 2 LOXP et la séquence additionnelle en orange, ce nombre de nucléotides est un multiple de 3 nucléotides. Et donc, les codons, qui sont constitués de 3 nucléotides, ne sont pas changés par la présence de ces séquences additionnelles. Et il va donc y avoir quand même une production de frataxine à partir de ce gène. Cependant, lorsqu'un enzyme appelé CRE recombinase est introduit dans les cellules, cet enzyme va enlever une des séquences LOXP et la séquence en orange entre les 2 LOXP. Le nombre de nucléotides qui restent dans juste un LOXP n'est pas un multiple de 3 nucléotides. Alors, ceci va donc changer la séquence du gène et des codons qui suivent. Et ceci va faire en sorte qu'on va rencontrer un codon stop de façon prémature et ça va encore produire une protéine qui est tronquée et non fonctionnelle. Donc, les cellules, après l'introduction de la CRE recombinase, ne sont plus capables de produire de la frataxine fonctionnelle et comme la frataxine est une protéine essentielle à la survie des cellules, ces cellules vont mourir rapidement. Cette diapo illustre une expérience très importante que nous avons faite avec la protéine frataxine recombinante que nous avons produite en culture et avec les cellules de la souris modèle fournies par le Dr Puccio. En haut, à gauche, nous avons des cellules qui sont encore capables de produire de la frataxine. Ces cellules ont donc très bien proliféré pendant une semaine en culture et elles forment un tapis de cellules dans le contenant de culture. En haut, à droite, nous avons des cellules qui ne sont plus capables de produire de la frataxine parce que le gène codant pour la CRE recombinase a été introduit dans ces cellules. La CRE recombinase a enlevé la séquence entre 2 LOXP et 1 LOXP et ceci résulte en un codon stop prémature et la frataxine qui est produite est incomplète et non fonctionnelle. Et dû à l'absence d'une frataxine fonctionnelle, les cellules meurent très rapidement et après une semaine en culture, il ne reste essentiellement plus de cellules vivantes. En bas, à gauche, nous avons encore ces cellules qui ne sont pas capables de produire de la frataxine. Cependant, nous avons ajouté au milieu de culture la protéine 6-histidine PEP1 frataxine. En bas, à droite, encore les mêmes cellules incapables de produire de la frataxine, mais nous avons ajouté au milieu de culture la protéine 6-histidine TAT frataxine. Vous remarquez que dans les 2 cas, la présence de la protéine 6-histidine PEP1 frataxine ou 6-histidine TAT frataxine a permis la survie des cellules. En fait, les protéines frataxines mises dans le milieu de culture ont pénétré dans les cellules, se sont rendues jusque dans les mitochondries
et elles ont donc substitué la protéine frataxine normale. Elles ont permis le fonctionnement normal des mitochondries et la survie des cellules. Alors, ceci est une expérience très importante parce qu'elle illustre très bien le traitement que nous voulons développer pour les patients atteints de l'ataxie de Friedreich. En effet, nous voulons administrer dans le sang des patients la protéine soit 6-histidine TAT-frataxine ou 6-histidine PEP1-frataxine. Cette protéine, une fois dans le sang des patients, va pénétrer dans les cellules du cœur, dans les cellules du cerveau du patient, et elles vont se rendre jusque dans les mitochondries et elles vont augmenter la quantité de frataxine disponible dans les mitochondries pour remplir le rôle normal de la frataxine. Ceci va donc empêcher la mort des cellules, la mort des neurones, la mort des cellules cardiaques. Et ceci va empêcher la progression des symptômes de l'ataxie de Friedreich. Alors, comme l'expérience précédente était très importante, nous l'avons répété avec un contrôle additionnel. En bas, à gauche, au lieu d'ajouter au milieu de culture la 6-histidine TAT-frataxine ou la 6-histidine PEP1-frataxine, nous avons simplement ajouté la protéine 6-histidine-frataxine. Vous remarquez qu'il n'y a pas de TAT et pas de PEP. Et en l'absence de ces peptides, TAT ou PEP1, la protéine est incapable de pénétrer dans les cellules et est donc incapable d'assurer la survie des cellules, et il reste très peu de cellules qui sont encore vivantes après une semaine en culture. Depuis que nous avons commencé nos expériences visant à développer un traitement de l'ataxie de Friedreich avec la TAT-frataxine ou avec le PEP1-frataxine, il y a quelques articles intéressants qui ont été publiés, dont celui-ci par le groupe du Dr. Choi. Le titre en français est « Effet protecteur de la protéine PEP1-frataxine transduite sur la mort des neurones induite par le stress oxydatif ». Cette figure a été obtenue à partir de l'article du Dr. Choi. Elle illustre que la PEP1-frataxine, marquée en vert fluorescent, a pénétré dans des astrocytes qui sont des cellules dans le cerveau des souris. Cette figure a aussi été obtenue à partir de l'article du Dr. Choi. Elle illustre une expérience faite avec le PEP1-frataxine qui a été injecté dans le sang de cobaye. À gauche, en A, il s'agit d'une section de cerveau d'un animal qui n'a pas été injecté avec la PEP1-frataxine, tandis qu'en B, nous avons le résultat de l'injection de la PEP1-frataxine dans le sang du cobaye. Vous voyez que la coloration brune est due à la détection de la PEP1-frataxine dans les cellules du cerveau. Cette figure est aussi à partir de l'article du Dr. Choi. Elle illustre en haut des neurones qui apparaissent comme une série de points bleus très intenses, qui sont très abondants parce que ces cobayes n'ont pas eu d'ischémie qui a mené à la mort des neurones, tandis que dans la deuxième rangée, nous avons peu de neurones en bleu parce que l'ischémie, c'est-à-dire le manque d'oxygène, a induit la mort de nombreux neurones. Cependant, dans les deux dernières rangées, on voit que l'injection de PEP1-frataxine 4 jours auparavant, ou 7 jours avant cette image, a permis la survie des neurones en dépit de l'ischémie.
Le même groupe de Coréens a aussi publié un autre article en 2011 intitulé « Le pepin-frataxine augmente de façon significative la prolifération cellulaire et la différenciation des neuroblasmes en diminuant la peroxydation dans le cerveau des souris. » Un autre groupe de chercheurs chinois a aussi publié en 2011 un article intitulé « La transduction combinée de la superoxyde dismutase cuivre-zinc et de la catalase médiée par le peptide de pénétration cellulaire PEP1 protège le cœur des dommages induits par la reperfusion à la suite de l'ischémie. » Alors, il s'agit d'une autre série d'expériences démontrant que ces protéines, couplées à PEP1, ont pu pénétrer dans le cœur des souris et protéger ces cellules d'une mort due à l'ischémie. Donc, encore une autre application de protéines fusionnées à PEP1. Finalement, une autre expérience très importante a été publiée par le groupe de Mark Payne le 23 novembre 2011. Le titre en français est « Une protéine TAT-frataxine augmente la vie et la fonction cardiaque d'une souris modèle conditionnelle de l'ataxie de Friedreich ». Cette figure a été obtenue à partir de l'article du Dr Payne. Elle illustre que la TAT-frataxine, marquée fluorescente verte, a pénétré dans les mitochondries qui sont marquées en fluorescence rouge. On voit dans le numéro 3, la superposition des deux images donne le jaune, indiquant que la frataxine verte a pénétré dans les mitochondries rouges. Cette figure a aussi été obtenue à partir de l'article du Dr Payne. Elle illustre une expérience qui a été faite avec des cellules d'un patient atteint d'ataxie de Friedreich. Au numéro 4, on voit que lorsque ces cellules sont cultivées en présence de fer dans le milieu extracellulaire, les cellules ont une forme anormale et ont de la difficulté à survivre. Cependant, lorsqu'au numéro 5 et 6, le Dr Payne a ajouté de la TAT-frataxine à 20 microgrammes par ml ou à 40 microgrammes par ml, à la plus forte concentration, les cellules survivent très bien et ont une forme normale. Cette figure a aussi été obtenue à partir de l'article du Dr Payne. Elle illustre la survie de souris normales et de souris atteintes d'ataxie de Friedreich. Alors, tout d'abord, en haut, nous avons vis-à-vis la ligne 1, une ligne horizontale pointillée bleu pâle qui indique la survie de souris normales. Alors, ces souris survivent jusqu'à 65 jours et en fait beaucoup plus puisque les souris normales survivent de 1 à 2 ans. Cependant, les souris qui développent les symptômes de l'ataxie de Friedreich, un modèle très sévère dans ce cas-ci d'une atteinte cardiaque, alors ces souris en rouge meurent très rapidement et à 30 jours, plus de la moitié des souris sont déjà mortes et à 53 jours, toutes les souris sont mortes. Cependant, lorsque le Dr Payne a administré à ces souris la protéine TAT-frataxine, la survie de ces souris, en bleu foncé, a été prolongée. Nous voyons qu'à 30 jours, près de 80% des souris sont encore vivantes et certaines souris ont survécu jusqu'à 63 jours. Alors donc, l'administration de TAT-frataxine a permis de prolonger la vie des souris qui manifestent des problèmes d'ataxie de Friedreich au niveau de leur cœur.
Cependant, vous pouvez vous demander pourquoi ces souris n'ont pas vécu de façon permanente comme les souris normales. Alors, il s'agit ici d'un modèle de souris qui développe des symptômes très sévères, l'ataxie de Friedreich, des problèmes au niveau du cœur. Et en fait, ces souris ne fabriquent pas du tout de frataxine au niveau de leur cœur depuis leur développement embryonnaire. De sorte que lorsqu'elles viennent au monde, elles ont déjà des atteintes cardiaques très sévères. Et c'est pourquoi ces souris meurent en fait en moins de 53 jours. Donc, l'administration de frataxine a été suffisante pour prolonger la survie de ces souris, mais pas de façon permanente. En fait, dans les patients atteints d'ataxie de Friedreich, les symptômes sont beaucoup moins sévères que dans cette souris parce que ces patients fabriquent un certain niveau de frataxine. Ce niveau de frataxine est inférieur à la normale, mais ils en fabriquent quand même, de sorte que les symptômes se développent souvent seulement vers l'âge de 20 ans, et donc les patients vivent beaucoup plus longtemps que ces souris. Donc il faudra éventuellement faire des expériences sur des souris qui n'ont pas des symptômes aussi sévères de l'ataxie de Friedreich. Donc les résultats qui ont été obtenus jusqu'à présent par les docteurs Choi, Payne et moi-même sont très encourageants pour le développement d'un traitement éventuel de l'ataxie de Friedreich basé sur l'utilisation de la tadfrataxine ou de la PEP1-frataxine. Au cours de la prochaine année, nous allons faire des expériences avec la tadfrataxine sur des cellules de patients Friedreich pour vérifier si la tadfrataxine ou la PEP1-frataxine permettent de prévenir l'accumulation de fer dans les mitochondries. Nous allons aussi vérifier que ces protéines tadfrataxine ou PEP1-frataxine augmentent l'activité d'enzymes antioxydants tels que le cuivre-zinc superoxyde dismutase ou l'aconitase. Nous allons aussi vérifier que ces protéines recombinantes, tadfrataxine et PEP1-frataxine, permettent de rétablir l'expression normale de tous les gènes. Ceci sera fait avec une technique appelée RNA-seq. D'autres expériences seront aussi faites avec des souris modèles de l'ataxie de Friedreich, mais qui ont des symptômes moins sévères que les souris qui ont été utilisées jusqu'à présent par le Dr Payne. Ces souris produisent une quantité réduite de frataxine, tout comme les patients atteints d'ataxie de Friedreich, et elles développent donc des symptômes beaucoup plus lentement que celles qui ont été utilisées par le Dr Payne, et elles survivent donc plus d'1 an. Alors ces souris seront traitées avec la tadfrataxine ou avec la PEP1-frataxine. Nous allons vérifier que ces protéines pénètrent dans les muscles, le cerveau, le cœur, le pancréas de ces souris. Nous allons vérifier que ce traitement diminue les problèmes de coordination et nous espérons qu'ils prolongeront aussi la vie de ces souris. C'est seulement une fois que nous aurons obtenu de bons résultats sur ces souris modèles que nous pourrons demander aux agences réglementaires, soit la Food and Drug Administration aux États-Unis ou Santé Canada au Canada, nous pourrons leur demander la permission de faire des essais cliniques.